Hello tout le monde, c'est Colépi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une interview d'un ancien trader pour une grande banque française. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez aussi en description le lien vers mon site Zimacronomies dans lequel vous trouverez l'essentiel de mon travail, tous mes articles sont là-bas. On a récemment discuté du piège de la dette qui est en train de se refermer sur le Japon et les États-Unis. On a aussi fait une petite introduction aux options et une série d'articles comment profiter d'un crash où on regarde un petit peu les paramètres qui ont le mieux fonctionné en temps de crise. Donc je vous laisse le lien en description si ça vous intéresse. Également mon Instagram où on réalise des petites vignettes sur des sujets divers liés à la finance. Pareil, je vous invite à le suivre, le lien est dans la description. Et pour terminer, mon Twitter, @colepibtc, vous trouverez également le lien en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et bon visionnage. Salut Stéphane, ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce petit format interview pour Zimacronomies. Donc merci à toi d'être là. Merci de m'inviter. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ton parcours, donc Ouais. travail, formation? Alors, moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base, puisque j'ai fait l'X et les ponts. Et puis après, je suis parti en premier poste dans la banque, où j'y ai passé pas mal de temps. J'ai passé quelque chose comme 16 ans chez BNP Paribas à faire différents postes chez eux, que ce soit du crédit structuré ou à la fin de mon parcours chez BNP, j'étais dans la société de gestion et je gérais des fonds à capital garanti. Je gérais pour un peu plus de 3 000 000 €, avec 4 personnes qui bossaient avec moi. Après, BNP Paribas qui m'a occupé quand même pendant assez longtemps, je suis parti dans le conseil, où là, j'y suis resté pas très longtemps, mais suffisamment longtemps pour rencontrer des gens qui m'ont donné envie de partir dans l'entrepreneuriat et qui m'ont un petit peu, comment dire? Dégrossi sur le monde de la blockchain et des cryptos. Donc je suis parti, à l'issue de cette expérience chez EY, monter, une société, on va dire, spécialisée dans le trading et nous, on avait une particularité, on s'occupait plutôt du trading quant, et là, on a fait nous, en 2018, donc ça commence à remonter un petit peu, une ICO pour, lever des fonds pour financer, notre structure, qu'on a réussi et puis, derrière donc la société en question s'appelait, Napoléon. Et la société, on l'a revendue il y a 1 an et demi maintenant à CoinShares, et en attendant, en fait, j'étais parti, chez CoinHouse, pour m'occuper du développement, des produits d'investissement, de la société, que j'ai dû quitter il y a de ça quelque temps. Heu et puis, bah, là, je suis un peu plus, on va dire, en rythme cool. Ok, ça marche, ouais, parcours super impressionnant. C'est quoi du coup pour toi la chose la plus difficile dans dans ton métier de trader, dans le métier que tu as fait à la BNP Paribas, donc qui était trader sur crédit? Alors, le plus compliqué, c'est le côté, comment dire? Définir une stratégie d'investissement. Parce qu'en fait, des gens qui font du trading, c'est rarement des gens qui, font du trading discrétionnaire toute leur vie. Donc ils ont souvent une méthode qui leur est propre. Il y a des gens qui vont faire plutôt du suivi de tendance, il y a des gens qui vont faire plutôt du retour à la moyenne, il y a des gens qui peuvent faire du quant, il y a des gens qui vont faire, d'autres indicateurs comme les indicateurs de volume. Je sais que toi, tu es particulièrement, fan de ce truc-là. Il y en a qui vont faire du Fibonacci, il y en a qui vont faire des théories d'Elliott. Peu importe en fait et évidemment tu peux mixer, tout un tas de on va dire tout un tas d'indicateurs, pour te définir ton indicateur à toi perso. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se définir une règle qui va finalement, dicter quand est-ce qu'on rentre ou on sort sur le marché et puis souvent associé à cette, règle, qui te dit, «Il faut rentrer ou sortir du marché», tu as, un module un peu indépendant qui s'appelle le money management, qui te permet également de savoir combien tu dois miser. Alors ça peut être lié à, où est-ce que tu en es en termes on va dire de gains sur ton truc, sur ton PNL. Ça peut être lié, à d'autres choses comme, un degré de confiance dans ton signal. Typiquement, si ton signal, il est fait de, 5 sous-signaux, bah, si tous les sous-signaux, ils sont tous dans le même sens, tu vas avoir une sorte de degré de conviction, plus important et donc dans ce cas-là, tu pourras miser plus, sur, entre guillemets «sur ton signal», et inversement,
Si tu as des effets un peu contradictoires, bah, tu vas certainement miser un petit peu moins si tu as en net soit un signal positif, soit un signal négatif. Ouais, le Voilà, plus... donc la difficulté, c'est vraiment de se construire ce truc-là, qui est vraiment quelque chose qui est très, très propre à chacun. Il y a pas de bons ou de mauvais signaux. Il y a des signaux qui marchent et des signaux qui marchent pas. Et après derrière, la vraie difficulté, c'est d'appliquer ces signaux et de traiter, ces signaux de manière très systématique. Et ça, c'est hyper dur, parce qu'on est toujours tenté à un moment donné de se dire: «Ouais, j'ai pas tellement confiance dans mon système, en ce moment». Soit parce que, bah, tu sors d'une période où il a fait, plusieurs mauvais, départs et du coup, ça entame un peu ta confiance dans ton système. Soit parce que, je sais pas, tu as lu des choses sur la macroéconomie et ton système te donne des signaux qui sont opposés à ce que tu, penses être le scénario macroéconomique qui est devant toi et du coup, des fois, ça peut te faire un peu freiner, on va dire, ou te donner envie d'aller à l'encontre de ton système et donc c'est hyper dur, en fait, de garder cette discipline. Ça, c'est vraiment le deuxième point, c'est une fois que tu as développé un système de trading, c'est garder la discipline pour le gérer. trouver un edge et se tenir à la discipline, quoi, finalement. Ouais, sachant que ton edge que tu as trouvé, bah, tu as des edges qui, sont temporaires et des edges qui durent beaucoup plus longtemps et donc Mhm. faut aussi, savoir ne pas t'entêter quand, entre guillemets, ton edge a vécu et ne marche plus, et donc c'est là où il faut être capable de remettre en question souvent les hypothèses qui sont liées à ton edge. Est-ce que ton edge, c'est un truc, je sais pas, pendant une période, tu t'en rappelles peut-être pas parce que tu étais peut-être pas encore sur les marchés, mais après la grosse crise de 2008, tu avais des interdictions de short selling sur les banques, qui induisaient en fait des comportements un peu particuliers. Notamment en journée, les gens vendaient, le secteur bancaire et ils le rachetaient juste en fin de journée. Voilà. Quand évidemment le ban sur le short selling, a pris fin et ben, forcément ce phénomène-là a disparu. Donc si tu avais, par exemple, déterminé une stratégie basée sur, la période où il y avait ce ban, bah, il faut bien savoir que le jour où le ban n'est plus là, il y a des chances que ta stratégie ne marche plus. Donc si tu l'as fait en pleine conscience, en sachant que c'était associé à ce short selling ban, alors il y a des chances que quand, on arrête le short selling ban, tu te dises: «Faut arrêter ton modèle». Si tu ne t'es pas aperçu que ton modèle, il marchait à cause de ça, bah, le jour où, la quelque part l'hypothèse, centrale de ton modèle n'est plus vérifiée, bah, forcément le modèle ne marchant plus, bah, toi tu ne le sais pas en fait, puisque tu n'as pas compris pourquoi ton modèle marchait. Donc une fois que tu trouves un modèle, il faut essayer de savoir si, tu peux raccrocher à quelque chose que tu es capable à peu près d'expliquer. Ça peut être du comportement, moutonnier d'investisseurs, ça peut être, comment dire? Un biais qui est lié à un phénomène, imposé par un régulateur. Ça peut être plein de Ok. choses quelque part ce hedge-là, mais il faut essayer de comprendre d'où il vient ton hedge. Voilà. Ok. Sinon, le jour où «l'hypothèse» entre guillemets disparaît du marché, bah, tu t'en rends pas compte, à part voir que ton modèle sur le moment ne marche pas trop, mais tu as aucun modèle qui marche tout le temps. Oui, Donc forcément. c'est difficile de savoir, s'il ne marche plus parce que, en gros l'hypothèse centrale de ton modèle n'est plus vérifiée ou bien parce que c'est juste conjoncturel et ça arrive régulièrement que même les meilleurs systèmes de trading, ils ont des périodes où ils fonctionnent pas. Ok, ouais, donc grande capacité d'adaptabilité finalement et toujours trouver ce edge, peu importe les conditions de marché, quoi. Ouais et espérer avoir un edge qui soit, le plus intemporel possible, Ouais, qui forcément. soit le moins dépendant des conditions de marché, et ça pour ça, il y a après tu as des méthodes statistiques pour essayer de le tester. Typiquement, si tu trouves un truc sur du S&P et que tu le déploies, sur de l'Eurostoxx ou sur du Nikkei ou sur un indice, chinois et que ça continue de fonctionner, tu peux te dire que tu as peut-être trouvé quelque chose qui marche assez bien. Ok. Heu, Inversement, si c'est très, très lié à une série de prix, faut faire attention à pas avoir fait de l'overfitting sur ta série de prix, en fait. Mhm. Ok. Euh, du coup, tu m'as dit que tu as travaillé pendant 16 ans pour une banque française. C'était période 2000 à 2000 combien à peu près? Enfin, tu te rappelles un Ah, petit peu, tu moi peux moi situer?
j'ai bossé chez BNP Paribas, donc Ouais. ça commence à remonter, c'est allé au siècle précédent, de 1996 à 2013. J'étais même pas né. Et du coup, tu travaillais sur les marchés pendant le crash de 2000 et de 2008. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur c'est quoi l'ambiance au travail à ce moment-là, comment ça se passe dans les salles de marché, etc. C'était quelques Alors, souvenirs. effectivement, moi j'ai connu les deux crashs précédents, ce que peu de gens maintenant sur les marchés ont vécu. Déjà, quand ils en ont connu un crash, c'est déjà pas mal. L'ambiance est assez particulière parce que notamment quand tu travailles dans une banque, même si BNP Paribas, c'est pas que une banque de marché, il y a plein d'autres activités, ce qui permet de stabiliser un tout petit peu, on va dire, les résultats de la banque. Mais néanmoins, il y a quand même une forte corrélation au marché, parce que souvent au marché est associée aussi la qualité des emprunteurs, notamment côté entreprise. Il y a le compte propre que la banque peut avoir qui marche quand même plutôt mieux quand le marché est porteur que quand le marché n'est pas porteur. Clairement, le moral est jamais très très bon dans ces périodes-là dans les banques, parce que les résultats en général ils ont plutôt tendance à baisser. La banque, quand bien même ses résultats baisseraient pas trop, elle est beaucoup plus prudente parce qu'elle se dit, «On ne sait jamais, je pourrais avoir un gros client qui fait défaut, et je me prends une grosse paume». Donc c'est pas des périodes, on va dire heureuses dans ces établissements-là. Les gens ont peur. Il y a souvent quand même des accidents qui arrivent. Tu vois, on l'a vu un peu plus récemment dans la crise on va dire des petites banques américaines, suite à la grosse remontée des taux qu'on a, connue, en début d'année, cette crise-là, hein, qui a entraîné Avec les SVB, ouais, SVB, ouais, First exactement, Republic. quelques banques, à la faillite. Voilà, en fait, quelque part, quand tu rentres dans une crise, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Les banques sont quand même des animaux qui sont fondamentalement très leveragés. Elles ont, pas beaucoup d'equity et des gros, bilans. Ça veut dire que, bah, il y a plein d'engagements, donc le moindre petit engagement qui va mal, ça peut coûter relativement cher par rapport à enfin, surtout quand tu le compares à l'equity de la banque. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des animaux qui, ne supportent pas très bien les crises. Et puis après, à l'intérieur des crises, tu en as qui sont plus ou moins bien gérées. Donc tu as des banques qui vont au contraire bien passer ces moments-là, même si pendant le gros de la crise, elles fanfaronnent pas, elles sont plutôt à bien protéger leurs arrières. Et puis tu en as d'autres qui étaient pas assez prudentes avant d'arriver dans la crise et qui, elles, se font emporter parce que la crise, c'est souvent des corrections, on va dire, de gros déséquilibres qui se sont accumulés pendant la période d'euphorie, où là, les gens regardent pas trop ce qu'ils font. Et donc du coup, est-ce que donc c'est une question qu'on a souvent dans l'imaginaire collectif, c'est souvent des gens qui ont vu les films classiques, Le Loup de Wall Street, The Big Short, etc. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui représente vraiment la vie au quotidien dans une salle de marché? Le Loup de Wall Street, c'est un petit peu particulier parce que pour le coup, c'était Non, fondamentalement une arnaque. Mais est-ce que The Big Short ou même L'Outsider, je sais pas si tu l'as vu, c'est des films assez réalistes. alors j'ai vu, pour le coup, j'ai vu The Big Short, Mhm. et c'était très, très réaliste pour le coup. Moi, je Mhm. bossais sur les marchés à ce moment-là, et le phénomène qu'il a mis en avant, c'est des trucs que moi j'ai vus, pour le coup, parce que j'ai bossé à la fois dans de la titrisation chez BNP Paribas, au début des années 2000, donc je voyais très bien comment ça fonctionnait. Et dans mon métier à ce moment-là, donc ça c'était en 2008, moi j'étais sur les marchés, j'avais des positions, on va dire, obligataires, et je voyais très bien ce qui était en train de se passer. Donc le film The Big Short, il est hyper réaliste en fait, et dans la construction de comment on arrive à la crise, dans le pourquoi de la crise. Autant effectivement le Loup de Wall Street qui a un côté, hyper Ouais. caricatural, heu plutôt, on va dire, fin des années 80-90 où ce genre de phénomène pouvait exister. Mais vraiment le Big Short, c'est pour le coup, c'était un film qui était hyper réaliste. C'était même enfin, moi qui connaissais quand même très, très bien le sujet, j'étais assez bluffé sur la manière de le relater, en fait. Ok, de toute façon, le film est vraiment assez ouf. Pour moi, c'est le meilleur film au niveau de la finance, de toute façon. Ouais, c'est vraiment presque un documentaire, en fait. Ouais, complètement, ouais, mais avec des acteurs qu'on apprécie tous, et le jeu est assez ouf.
Autre question, est-ce que selon toi actuellement, donc avec l'avènement maintenant d'Internet, tout le monde a des informations absolument continuellement, est-ce qu'on a le même niveau d'information maintenant chez les professionnels que chez les particuliers, donc que ce soit au niveau de ce qu'on peut trouver les graphiques sur Internet, est-ce qu'on a accès aux mêmes choses? Alors, d'un point de vue effectivement data, au moins sur les prix, Ouais, autant avant, on va dire en salle, on avait des Bloomberg qui permettaient de faire tout un tas d'analyses qui coûtaient 20 000 $ l'année ouais, pour avoir un terminal Bloomberg. Autant maintenant, avec un TradingView, on l'a vu ensemble, hein, TradingView, ça coûte quasiment rien et ça te donne à peu près le même niveau d'analyse que ce que tu pouvais avoir avec un Bloomberg à l'époque. Donc, et puis même en termes de flux de données, parce qu'en fait, dans ton Bloomberg, tu avais deux choses. Tu avais à la fois le flux de données que tu mettais derrière, mais où il fallait payer pour la donnée, et ensuite l'outil qui analysait ces données-là. Le flux de données sur TradingView, il est juste incroyable. Honnêtement, avec même les versions relativement peu chères, tu as quasiment tous les flux de données dont tu as besoin. Et l'outil d'analyse de prix, il est juste extraordinaire. Donc sur la partie purement technique, je trouve que le niveau, c'est vachement. Enfin, il n'y a plus de grosses différences, il n'y a plus d'énormes différences. Après, par contre, sur l'analyse des flux que tu peux avoir dans une banque ou sur l'analyse, on va dire, fondamentale sur des equity, si quand même tu as encore une grosse il y a encore une différence parce que différence. pour le coup, l'analyste dans une banque, il a accès au top management des boîtes, il est capable de faire des interviews, c'est son métier. Oui, Tu as des endroits spécialisés où ces gens-là peuvent échanger entre eux. Donc lui, il a plus d'infos que toi. Mais ça, c'est vrai plutôt sur la partie stock picking, ouais, où là, finalement, c'est vraiment un métier de spécialiste pour savoir ce qui se passe. Après, tu auras toujours des gens qui sont très connectés, donc typiquement des gens qui connaissent bien les banquiers centraux et choses comme ça, et qui peuvent sentir un petit peu ce qui se passe quand même, plus que ce qu'on peut percevoir soit dans les écrits que font ces banques centrales. Maintenant, ce qui est quand même bien, c'est que typiquement, quand il y a un discours de banque centrale, tu as toujours sur Internet le moyen de l'observer. Après, il faut avoir l'expérience pour décrypter ce qui est dit. Et c'est ça qui est moins facile pour quelqu'un qui n'a pas on va dire, qui a pas le savoir, qui n'a pas traîné dans ce secteur-là. En fait, je pense que aujourd'hui, tu as beaucoup d'éléments qui te permettent de te faire ta propre opinion. Tu as beaucoup de gens qui écrivent que tu peux lire presque gratuitement, mais c'est pas évident on va dire, de voir plusieurs coups à l'avance sur ce qui se passe. Voilà. ok. Donc, je pense que l'information, elle est peut-être disponible à 60-70%. Il y a quand même encore de l'info que tu n'auras pas parce que tu n'es pas on va dire, dans le bon cercle. Mhm. Euh, pour autant, même si tu as l'info, c'est pas forcément toujours évident de savoir quoi en faire. Et des fois, moi, j'ai déjà connu des situations sur les marchés où la même info à 15 jours d'intervalle, elle te donne un effet complètement contraire sur les prix. Donc, si tu traites que l'info, en fait, ça suffit pas. Il faut d'autres choses. Le système est plus complexe que une info implique une hausse ou une baisse des prix. Il y a certains types d'infos qui vont effectivement induire un effet assez mécanique et d'autres où ça va dépendre aussi de la psychologie du marché à ce moment-là. Ok. Ok. Mais globalement, je trouve que ça s'est vachement amélioré. Oui, complètement. Ce qu'on met à disposition des gens. Mais ce qui manque après, voilà, c'est la grille de lecture et le fait de aussi moduler sa grille de lecture avec, entre guillemets, ce qu'on peut appeler l'humeur du marché, qui elle, peut être quelque chose d'assez changeant. Et puis il y a aussi un autre truc qui s'est, pas mal développé, quand même ces 10-20 dernières années, c'est toute la partie trading quant, qui Oui, influe beaucoup aussi, les prix. Donc, quand tu as des écarts qui se manifestent un peu trop importants, tu as des moteurs qui se mettent en marche et ça, pour le coup, hem, je sais qu'il y a quelques personnes dans le marché qui analysent ce genre de flux, qui n'est qu'une partie des flux et qu'une partie des intervenants, mais qui, par moment, peut prendre la main sur, ce qui se passe sur le marché. ok. Et Ok, là, c'est ok. pas des gens qui font du fondamental, c'est vraiment des gens qui font du pur quant. Ouais, ou plus algorithmique, quoi. Ouais. Ok, ok. Donc,
Chez BNP Paribas, en tant que trader sur crédit, du coup, tu traitais des obligations souveraines et des obligations d'entreprise, du coup. Alors, je traitais surtout des obligations souveraines parce que moi, Ouais. dans les fonds garantis que je gérais, Mhm. la banque m'obligeait plutôt à prendre du risque de crédit souverain. Pour autant, on m'autorisait de temps en temps à prendre du risque de crédit bancaire. Ouais. Euh, donc, typiquement, j'avais le droit de prendre du risque de crédit BNP Paribas. Et puis, il y a eu une époque, encore une fois, tu n'as pas connu ça, mais où on avait le droit d'avoir du risque de crédit bancaire qui était garanti par son État. Donc, on a pu prendre du risque de crédit bancaire belge, garanti par l'État belge, ce qui, du point de vue risque de crédit, était similaire à de l'État belge, même si l'émetteur était une banque belge. Mais derrière, on avait également un spread, enfin une rémunération qui était plus liée au crédit bancaire belge. Pour autant, le risque in fine, parce qu'il y avait une garantie, était plutôt un risque étatique belge. Voilà. Donc, c'était plutôt du crédit souverain, mais avec des petites variantes à certains moments. Et du coup, quand tu traites du crédit souverain comme ça, tu dois te hedger et tu utilises. Enfin, est-ce que tu dois te hedger déjà? Même si Alors, je non, suppose que. non, 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 justement, tu te hedges pas. C'est-à-dire que Ok, là, quelque part, ça fait partie de ton univers sans risque. En ouais. tout cas, après, Mhm. encore une fois, avec des règles, typiquement, on avait le droit de prendre un peu d'Italie dans nos expositions. Euh, Quand il y a eu la crise, on va dire, européenne, Ouais, 2010-2011. des- ouais, des Ouais. souverains européens, je peux dire que j'avais des gens en interne qui me disaient l'Italie, t'es vraiment sûr de toi? Tu vois, j'avais du papier à maturité de 2 mois qui cotait avec 5% de décote. Ouais. Donc, tu pouvais acheter ton papier qui allait te rembourser 100 dans 2 mois, tu pouvais l'acheter 95, ce qui était énorme. Et je disais à mes risk officers, non, je vais certainement pas ce papier-là maintenant, parce que d'ici 2 mois, l'Italie ne va pas faire défaut. Ok. Mais il y avait il y avait une vraie bataille. Mais non, le risque, on va dire, le risque souverain, c'est quelque chose qu'on hedge pas. Il y a un moment donné, tu n'as pas de vrai sans risque. Le vrai sans risque Ouais. n'existe pas. C'est plutôt une gradation des risques. Et tu as des risques que tu es prêt à prendre et d'autres que tu n'es pas prêt à prendre. C'est plutôt ça, en fait. Parce que du coup, je te pose la question parce que je sais que t'es très friand d'options, mais du coup, en fait, c'est à quel moment dans ton parcours que comment t'es tombé là-dessus et surtout comment t'as appris parce que c'est quand même extrêmement dense comme produit dérivé, c'est quelque chose vraiment d'assez lourd en fait à apprendre. Donc t'as discuté avec des, je suppose que t'as eu des discussions avec des gens probablement pour t'introduire un petit peu à ce trading d'options. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Il y a une première étape plutôt, on va dire, dans un cercle privé où dans ma belle famille, il y avait quelqu'un qui était responsable de desk sur du trading option. Et donc, on en parlait, on va dire, le dimanche midi ensemble. Et je me suis lancé là-dedans. C'était en 2003, quand il y a eu Ok. les premières frappes en Irak, où là, j'ai commencé à trader à l'époque, c'était les varans, Ouais. pour des tailles assez importantes Mhm. perso. Et puis plus tard, dans mon boulot, donc après, j'ai continué à en traiter un petit peu, un petit peu. Et plus tard, en fait, dans mon boulot, quand j'étais gérant chez BNP Paribas, à partir de 2005, en fait, c'était mon quotidien de traiter des options pour les fonds que je gérais. Ok. Au début, on a traité des options plutôt simples, donc l'équivalent du Varan, mais en options listées, puis des options entre guillemets non listées, OTC, mais toujours simples, call et put. Et avec le temps, on a commencé à introduire des options un peu plus, comment dire, un peu plus exotiques, qui répondaient un petit peu mieux à nos scénarios de marché. Et notamment, on en a traité en 2008 plutôt avec succès, donc dans la crise, dans la grosse crise. Et ça nous a pas mal économisé de primes. Et derrière, ça nous a permis de nous réexposer quand le marché est reparti. Voilà. Donc, ça a été un apprentissage progressif, d'abord à titre perso, et puis dans un deuxième temps, dans mon job, et puis avec des gens qui en avaient fait, et donc Ouais. c'est-à-dire qui t'aident finalement à mieux te positionner, à mieux comprendre, et surtout à coller une option à un scénario de marché qui est ton scénario central. Ok. 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 Ouais, je savais pas du tout que t'avais traité. Je pensais que ça avait toujours été perso en vol deux options et que t'avais toujours fait ça vraiment Non, dans non, ton coin. quand je gérais les fonds chez BNP Paribas, en fait, c'était des fonds qui étaient gérés à base d'options.
Ok, ok, ça marche. avec à la fois des options longues et des options courtes. Donc en plus, on avait vraiment les deux schémas, avec des options listées et des options OTC. Et donc, pour revenir un petit peu à Napoléon, c'était du coup une boîte de trading algorithmique sur crypto uniquement. Oui, alors Donc, l'histoire était un tout petit peu plus complexe que ça. Il y avait plusieurs entités dans le groupe Napoléon. On avait une partie qui faisait du signal de trading sur actifs traditionnels, avec un Napoléon Capital, où là, on avait quelques clients. On avait également monté un publicateur d'indices avec Napoléon Index, où là, on avait des stratégies à la fois en crypto, mais également dans le monde financier traditionnel. Et puis, on avait effectivement également financé la partie crypto de Napoléon, qui s'appelait Napoléon Crypto, où là, on avait fait une ICO, et là, pour le coup, on était 100% dédié sur les cryptos. Donc, ok. on mêlait un petit peu des actifs traditionnels avec des actifs crypto, mais dans des structures juridiques différentes, sachant qu'on avait démarré l'histoire avec Napoléon Capital, donc avec la partie plutôt traditionnelle. Et très rapidement, on a vu qu'il y avait une opportunité sur la partie crypto. Donc, on avait également lancé en parallèle l'aventure Napoléon Crypto. Ok, ok, ok. Et parce que du coup, toi, est-ce que tu développes un peu ou tu t'es entouré de comptes justement pour mettre à exécution les stratégies que tu avais pensées ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, en fait, moi, je développe les stratégies. Donc, Mhm. moi qui vais faire toute la partie backtesting, qui inclut les frais de transaction, les signaux que tu peux trouver, le signal primaire. Après, en fait, souvent, c'est un processus pour trouver entre guillemets, une stratégie quant. Déjà, c'est pas souvent un signal, c'est plusieurs signaux que tu agrèges. Après, quand tu as ton signal, c'est ce que j'appelle un signal brut. Tu peux lui appliquer des filtres pour éviter de trop trader, parce que tu as des périodes en fait où ton signal il trade, mais globalement en espérant ça te rapporte rien. Donc en fait, tu as un long travail entre trouver un signal primaire qui fonctionne, éventuellement plusieurs signaux primaires qui fonctionnent, et ensuite apprendre à les combiner ensemble, mettre en place des filtres pour réduire un peu la fréquence de trading, pour t'apercevoir que tu as un signal qui est un peu plus lean, qui trade un petit peu moins souvent, et qui agrège plusieurs signaux primaires. Voilà. Donc c'est un long truc. Donc toute cette partie-là, ça, je le fais tout seul. Et souvent, c'est de l'Excel. Après, de quoi tu as besoin, c'est de data, et puis d'un certain nombre de réflexes en termes de construction de modèles. Ça, c'est un truc que tu apprends avec le temps. Après, si tu veux mettre en œuvre ce genre de choses pour effectivement trader sur un compte, là, effectivement, il faut programmer quelque part ton signal pour que automatiquement il aille chercher le prix, il se mette à jour, et il détermine le signal, et ensuite qu'il envoie l'ordre d'exécution sur ton compte de trading. Cette partie-là, ça, je ne la fais pas. Ça, chez Napoléon, typiquement, on le proposait, mais j'avais des quants pas des quants, des IT qui avaient développé à la fois l'automatisation du signal, et puis l'exécution du signal une fois que tu lui indiquais la plateforme où tu voulais exécuter, et que tu avais évidemment connecté cette plateforme-là, notamment à travers une clé API, avec ton système de trading. Voilà. Cette partie-là, non, je ne le faisais pas, mais par contre, toute la partie réflexion et design de la stratégie, ça, c'est moi qui le faisais, en partenariat avec une autre personne également chez Napoléon. Ok, ok. Donc en vrai, en fait, c'est carrément plus large. Je pensais que vraiment Napoléon était vraiment très spécialisé en crypto, mais en final, vous avez touché à quand même pas mal de marchés, quoi. Equities et Ouais, crypto, du coup. en fait, la personne avec laquelle on travaillait sur les strats, on avait bossé tous les deux chez BNP Paribas, et on Mhm. travaillait sur des strats plutôt actifs traditionnels. Ouais, Donc, ok. et en fait, c'est quand on a vu arriver le marché crypto, que j'ai rapidement développé quelques stratégies crypto. Je me suis aperçu qu'avec des trucs assez basiques, ça fonctionnait. Et c'est normal parce que le marché n'était pas très mature. Mhm. C'est ce qui nous a donné l'idée de faire l'ICO, pour mettre à disposition finalement ces stratégies-là auprès des gens qui nous ont suivis. Et puis avec le temps, ben, on a diversifié un petit peu ces stratégies-là. Au début, j'étais seul sur ce truc-là, et puis justement, j'ai fait venir la personne de chez BNP Paribas pour qu'elle m'assiste en fait dans ce truc-là. Ok.
Ok, ok. Et du coup, bah, la transition est assez bonne, parce que ta découverte des cryptos, du coup, ça remonte à peu près à quelle année? Le En moment où fait, t'entends parler de Bitcoin, tout ça, ouais. c'est des gens qui, alors pour le coup, c'était pas chez Napoléon, mais c'était chez EY qu'on en a parlé, avec des gens avec qui je suis toujours en contact. Et ça remonte à 2016 ou ouais, 2015 ou 2016. Donc, tu vois, ça commence à Ouais, faire ça un commence petit à faire bout. un petit moment, ouais. Ça fait quasiment 8 ans en fait qu'on a commencé. Alors évidemment au début on en a parlé, je comprenais absolument pas de quoi il s'agissait. Les deux personnes qui m'ont parlé étaient juste avaient des lumières dans les yeux. Je les regardais un peu bizarrement en me disant ouais je comprends pas trop, mais je les ai quand même écoutés. Et puis après je suis parti de chez EY pour lancer l'aventure Napoléon. Mais encore une fois je te dis plutôt sur les actifs traditionnels. Et puis c'est avec un de mes associés, il nous a dit ah, il faut absolument regarder le phénomène des ICO, il est en train de se passer un truc. Et puis de fil en aiguille, c'est parti comme ça. J'ai reconnecté par rapport à ma conversation que j'avais eue à l'époque chez EY. Et puis c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ok, ok. Et du coup, actuellement, enfin, les cryptos, c'est purement spéculatif. Est-ce que tu crois un petit peu quand même à l'idée de Bitcoin, monnaie sans frontières et complètement libre, ou est-ce que vraiment c'est juste purement spéculatif pour toi? Non, je pense que ça va bien au-delà de la spéculation. En fait, il n'y a pas une monnaie ou il n'y a pas une crypto. Je pense qu'il va y avoir. Pour moi, les cryptos, en fait, je les vois toujours comme des outils technologiques qui ont des utilités. Alors, effectivement, le Bitcoin, c'est plutôt le transfert et la réserve de valeur. Ethereum, c'est plutôt les smart contracts. Et là-dessus, Ethereum n'est pas le seul acteur sur le monde des smart contracts. Et je pense qu'il faut plutôt voir les cryptos comme des outils techno qui sont en train, entre guillemets, de prendre du temps à pénétrer finalement le monde de l'entreprise et de trouver leur bon cas d'usage. Mais c'est en train d'arriver. La spéculation, on va dire, autour des cours, c'est plutôt ce qui permet d'avoir du financement pour que des gens ou des entrepreneurs se disent, tiens, cet outil techno, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. Ok. Et d'ailleurs, un peu ce qui s'est passé dans le développement d'Internet, fin des années 90, tu as une énorme bulle sur les actions Internet. Elles produisaient zéro valeur. Il n'y avait pas vraiment d'infrastructure et quasiment pas de contenu. Pour autant, 20 ans après, tu te dis Internet, c'est incontournable. Ça a Et ben, servi à lever des fonds, en fait, ouais. ouais, et donc je pense qu'en fait, et grâce à ce financement, effectivement, des gens ont trouvé des applications, des choses dans le monde Internet. Et ben, je pense que pour les cryptos, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, la partie spéculative pure sur les cours, elle sert à attirer des capitaux qui, derrière, permettent de donner des moyens à des entrepreneurs d'aller au bout de projets et de trouver des utilités à cet outil techno, donc la blockchain, qui pour moi est un vrai game changer en fait dans la manière de faire des transactions entre les gens. Parce que quelque part, ça automatise les échanges, ça donne de la confiance native, euh, et puis c'est pas si cher que ça en fait. Ouais. Et, par rapport au monde financier classique, alors évidemment, ça dépend des cas, des moments, des fois quand le réseau Ouais. congestionne, ça peut coûter cher. Plutôt Ethereum, Mais ouais. il y a un certain nombre d'attributs qui sont hyper intéressants dans le monde des transactions. Et quand je dis des transactions, c'est pas les transactions financières, c'est quand on fait des transactions entre personnes, entre corporates, on a besoin de cette notion de confiance, on a besoin de cette notion d'automatisation. Voilà, donc c'est des attributs de les blockchains qui sont natives et qui, pour moi, sont en train d'être mises en œuvre dans un certain nombre de cas d'usage. Et c'est pour ça que je crois à ce monde-là, en fait. Ok. Donc, toi, pareil, à titre perso, tu traites un petit peu de crypto, enfin, tu crois vraiment à fond dans le projet, quoi. Ouais, alors pour le coup, je continue à traiter un peu de crypto. Là, en ce moment, j'essaye de réduire un peu ma position sur Mhm. les. Mais oui, ça fait partie des actifs que je trade à titre, on va dire, de manière assez régulière, en fait. Ok. Ouais, du coup, à travers options, futures, Alors, un peu option, je me suis fait un peu griller les doigts avec récemment. ouais, qui m'a coûté un petit peu. Mais oui, je continue à traiter avec des options et avec le spot. Ce Ok, que j'aime bien essentiellement. sur les cryptos.
Après, je sais aussi traiter les futurs, mais voilà, en ce moment, je suis plutôt spot et option. Ok. Et t'es plutôt du coup côté vendeur d'options, toi, de manière générale, Ouais. t'essayes de te positionner côté vendeur. Alors, il y a deux choses. Si c'est effectivement, statistiquement, les vendeurs Oui. d'options gagnent de l'argent et les acheteurs d'options en perdent. Et ça, c'est parce qu'une option, ça ressemble à une assurance. Et on n'a jamais vu un assureur perdre de l'argent régulièrement. Donc, il vaut mieux collecter les primes que de payer, entre guillemets, que d'attendre que ton assurance te rapporte de l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, ça m'arrive assez régulièrement de miser des petits montants. Et là, on revient au money management sur des événements peu probables et qui, quand ils arrivent, te permettent de faire un x10 ou un x50. Ouais, ouais. Donc ça m'arrive de le faire. Par contre, évidemment, il faut que ton pari se réalise assez rapidement et aille assez loin dans ton sens pour que tu gagnes de l'argent. Ouais. Tu veux des Euh, options à courte échéance, c'est ouais, OTM, quoi, finalement. c'est-à-dire que je vais plutôt vendre des options longues Mhm. parce qu'il y a beaucoup de theta et puis tu as le temps qui peut jouer pour toi. Et par contre, à court terme, ou voire à très court terme, je serais plutôt acheteur d'options parce que tu les vends pas assez cher, ces options, pour, entre guillemets, pour espérer gagner beaucoup d'argent. Et si jamais tu as tort, en fait, tu te fais Ouais, tu te trompes, emmener ouais. complètement par le marché. Donc, Hmm. les options très très courtes, ce qu'on trouve dans le marché crypto, là, je vais plutôt être acheteur. Ok, ok, ok. Et du coup, est-ce que actuellement tu traites plus que les cryptos ou pareil, t'es aussi présent sur les autres Non, marchés comme ça non, je reste présent sur les autres marchés. Ouais. En fait, entre guillemets, j'ai réallumé mes strats que j'avais laissé un peu de côté pendant 3 ans sur les equity. Et là, j'ai fait retourner tous mes modèles et ça fonctionne. Entre guillemets, j'aurais dû les traiter pendant 3 ans. Ça a Ok. plutôt bien marché, ça continue de bien marcher. Et donc là, je cherche le bon moment pour re-rentrer sur les equity et me remettre à traiter un peu les equity. Mais ça, c'est plus parce que je viens de là et ça me permet aussi quelque part de diversifier un peu où je place mes fonds. Et du coup, tu fais ça à travers des produits dérivés ou pareil, spot Ouais. comme les cryptos produits Alors, dérivés? là, pour le coup, sur la partie equity, c'est vraiment que des futurs. Et Mhm. c'est sur une plateforme qui s'appelle Interactive Broker, qui est le plus gros broker en ligne au monde et qui est le moins cher et où tu traites vraiment contre le marché. C'est-à-dire que même moi, en tant on va dire que gérant d'actifs chez BNP Paribas, j'avais pas un accès aussi direct au marché que ça. Ok. Ah, c'est assez ouf ça, ok. Ouais, là vraiment, je m'affiche sur les carnets d'ordre que tout le monde, tous les traders ont devant les yeux en fait. Ok, ok, donc ouais, Après, je traite tout petit, ouais. mais c'est pas très grave. En tout cas, je traite vraiment dans le marché face aux autres. Et du coup, actuellement, en prenant en compte tous les actifs, qu'est-ce qui t'intéresse actuellement? Est-ce que c'est plutôt l'Europe? Enfin, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans la finance en ce moment? En C'est fait, là, purement une opinion, pas de conseil financier, mais par là, curiosité. là, à titre discrétionnaire, on va dire, je traite beaucoup les taux américains. Mhm. Parce on est en train de parler de la fin du cycle de hausse des taux aux US. Et là, j'essaye de la jouer via le 2 ans US. Donc en fait, je suis en ce moment short du 2 ans US, après avoir été long du 2 ans US. Donc je joue vraiment ce truc-là. Pour moi, on commence à avoir un petit peu de mal à accélérer au niveau des taux de marché. Ça ne veut pas dire que Powell ne va pas monter ses taux, ça veut juste dire que ça ne se transmet pas complètement dans la courbe des taux. Et voilà. Et donc là, l'avantage du 2 ans US, c'est qu'il est assez peu volatile parce que il n'a pas des énormes amplitudes. Et comme là, une grosse partie du mouvement a été fait, je me mets un petit peu en face du gros mouvement qui a eu lieu depuis ces 18 derniers mois. Mais voilà. Donc ça, en ce moment, c'est pas mal ça qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a un petit peu de valeur. Alors, c'est pas des trucs où tu vas faire Ouais, tu fais x5. pas x10, hein, c'est pas la crypto. Mise pas les mêmes montants, hein, parce que quand tu traites un futur sur du 2 ans, combien ça vaut? Ça vaut quand même 150 ou 160 000 dollars. Ok. Quand tu... Mais tu n'as pas une amplitude, tu t'attends pas à avoir une grosse amplitude.
mais les nominaux que tu peux traiter sont relativement importants juste avec un futur. Ok. Et on va dire que je suis en train de suivre ça avec plutôt un biais short, mais je veux pas trop rentrer sur le marché parce que historiquement, je rentre souvent trop tôt sur mes shorts. Et le truc, c'est que quand tu te fais emmener par ton short, c'est jamais agréable de démarrer avec un truc comme ça. Donc, j'ai plutôt envie de traiter short, mais j'ai pas forcément encore mis en place les positions. Ouais, t'as Je- pas rentré toute une position. Ok. Ouais, Ok, mais ok. voilà, je suis plutôt on va dire à jouer la fin du mouvement sur les equity plutôt que la continuation du mouvement. Donc, tu t'attends finalement en fait à ce que la Fed pivote relativement rapidement ou Alors rapidement non, mais en tout cas on est sur la fin. comme on est sur la fin quelque part, de te Mm. mettre en face du mouvement te coûte pas très cher puisque tu risques pas de te faire trop emmener. Et sur les equities, c'est plutôt le marché il est pricé à la perfection et donc le moins de petits grains de sable risque on va dire, de provoquer à minima des grosses prises de profit et potentiellement un gros retournement de marché. Alors encore une fois, depuis 2000, enfin, il y en a eu deux précédents, hein, des gros retournements en 2000 et en 2008. Euh, pour le moment, c'est difficile de se dire on est à la veille d'un 2000 ou d'un 2008, mais pour autant, historiquement, le marché, il a rarement tenu aussi longtemps dans un marché boule, puisque là, on est quand même rentré en marché boule depuis 2009. Donc ça commence à faire presque 14 ans. Et malgré les événements Covid et co qui n'ont pas duré vraiment longtemps, le marché n'a jamais vraiment eu le temps de respirer. Donc, à un moment donné, il va respirer de manière assez forte. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans le marché qui aient connu ce genre de truc. Voilà. Je pense qu'on risque d'avoir des surprises à un moment donné. Et puis, on est fondamentalement dans un marché qui est sur-leveragé, qui est surendetté. Et avec un niveau de taux qui a fortement monté. Donc, il y a un moment donné, il y a quand même un risque fort qu'on casse la machine pendant quelques temps. L'événement de Et, crédit, ouais. et la purge du marché, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Du coup, on a accumulé des positions, entre guillemets, mais que ce soit au niveau des États, des corporates, enfin, je ne suis pas en train de dire il y a telle ou telle catégorie qui a mal fait son truc. Je pense que c'est quelque chose qui est assez généralisé. Et le jour, et comme on a quand même pas mal appuyé sur les taux, il y a un moment donné, ça va se retrouver. On a failli le retrouver avec les banques US, les petites banques US, Mhm. on va dire un petit épisode, et on a quand même vu que ça pouvait affecter le marché. À un moment donné, si on voit ça à plus grande échelle, même si c'est sur une ampleur un petit peu moins forte, ça peut faire très très mal. Ok. Et Ouais, là, je ok. pense pas beaucoup de monde qui est positionné pour ça. Ouais, tu t'attends finalement à un événement de crédit suite à cette période de taux long, tu t'attends à un événement de crédit, quoi. Ouais, parce qu'en fait, les gens ont accumulé des positions débiles et que à chaque fois, non, mais quelque part, les banquiers centraux ont favorisé ce truc-là. Les gouvernements ont favorisé ça, notamment au travers des déficits. Le truc, c'est que aujourd'hui, enfin, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais si tu prends la dette américaine, qui a quand même explosé ces 10-15 dernières années, là, les taux, ils sont en train de monter complètement au plafond. Je pense qu'en termes de déficit budgétaire que ça va impliquer, rien que le poste intérêt sur le budget américain, Les 1000 milliards. ça va, J'ai l'info. ça va exploser. Or, quelque part, les intérêts qu'ils payent sur leur dette, ça n'alimente pas le pays. Tu vois, Non. c'est pas, Ouais. viens pas booster une industrie parce que tu as foutu de l'argent. Non, non, c'est du pur déficit. Et là, on va commencer bientôt à rentrer dans les effets pleins des hausses des taux. Et ça, je pense pas qu'on l'ait, entre guillemets, que le marché soit capable d'anticiper ce que ça peut avoir comme implication. Comment du coup t'expliquerais le fait qu'on a autant de délais, parce que du coup le début de la hausse des taux c'était en début d'année 2022, et là actuellement on est en 2023, là il y a actuellement l'IA qui soutient l'intégralité du marché, et comment t'expliques du coup ce délai entre le début de la hausse des taux et il y a eu quelques petits problèmes en début d'année là avec SVB et First Republic, mais pas non plus d'événements trop alarmants, alors que pourtant les taux sont à un niveau jamais vu depuis des dizaines d'années. Parce qu'en fait, les gens n'empruntent pas que à taux variable, mais Mhm. ont un entre du taux variable et du taux fixe. Donc en fait, quand tu empruntes à taux fixe,
Bah, c'est la valeur de ton obligation, elle peut varier, mais toi, tu as emprunté et tu as juste ton échéancier de remboursement et il n'est pas affecté par la hausse des taux. Par contre, au moment où ton échéance à taux fixe arrive à maturité, il va falloir que tu la renouvelles et à ce moment-là, au Là, moment ouais. du refinancement, tu vois, peut-être que tu as sorti une obligation à taux fixe à 0%, parce qu'il y a quand même quelques États qui ont sorti des obligations à 0%. Le jour où elle arrive à maturité et qu'il faut la refinancer avec un taux à 5%, en fait, tu te prends le taux plus Ouais. haut. Ça n'arrive pas tous les jours et que normalement, les emprunteurs, justement, ils étalent un tout petit peu leur maturité pour ne pas avoir un risque 100% à un moment donné. Et ben, plus le temps avance, plus tu vas avoir la majorité finalement des lignes d'emprunt qu'ils ont qui vont être refinancées et Refinancer, ouais. avec les nouveaux taux. Ok. Voilà. Donc c'est là que ça risque de faire mal, quoi. Et donc, c'est normal qu'il y a un temps de latence entre le moment où Powell il appuie sur le bouton j'augmente les taux et le moment où ça se ressent réellement sur les bilans et sur les comptes de résultats, que ce soit des boîtes ou des États. Euh, et en général, les maturités moyennes, c'est, on va dire, entre 3 et 5 ans. Donc, l'effet plein, il n'est pas encore cette année, mais on va commencer à le voir un petit peu plus. Et plus on va avancer après, plus ça va vraiment se sentir, en fait. Ok. Et Voilà. en parlant un petit peu du coup de hausse des taux, etc., est-ce que, à ton sens, la politique monétaire qui est menée par les banquiers centraux actuellement, que ce soit Powell, le Japon là récemment qui a manœuvré un petit peu son yield curve control, est-ce que pour toi c'est tenable sur le long terme ou est-ce que ils vont être forcés à pivoter très très vite finalement? Euh, C'était très étonnant ce qu'a voulu faire la BOJ, Ouais, la Banque du et c'est d'ailleurs, c'était les seuls à faire ça. C'était à la fois sioux, parce que ça permettait, entre guillemets, de maintenir des taux bas sur la partie longue de la courbe, sans nécessairement avoir à racheter des titres. Sauf que bah, le marché s'est dit, à ce prix-là, moi je vends mes titres et en quelque part, je viens challenger la Banque du Japon. ouais, Et du coup, elle s'est retrouvée, je crois elle détient plus de la moitié du papier, donc plus de la moitié des JGB qui sont le nom des obligations d'État japonais, je crois, est détenu par la Banque du Japon. Donc ça devient ouais, complètement aberrant et la position de la BOJ n'est pas tenable parce que c'est pas du tout un prix de marché. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait qu'en ce moment ou assez récemment, ils ont annoncé qu'ils allaient soit abandonner ce yield curve control ouais, ou ils allaient remonter quelque part l'objectif des taux longs. Ce que fait la Fed est un peu plus normal puisqu'elle joue sur le niveau des taux. Euh, c'est complètement dans son mandat. C'est pas un truc trop tordu. Là où elle était un peu hors mandat, c'était quand il faisait du rachat d'obligations. Or là, quelque part, tu sens qu'ils sont peut-être revenus de l'intérêt de faire ce genre de choses. En tout cas, ils sont dans une phase où ils veulent diminuer leur taille de bilan ouais, pour que peut-être un jour, s'ils ont besoin de le refaire, bah, ils se soient recréés des marges de manœuvre. Et finalement, ils tiennent assez bien, même dans la crise bancaire US, là où ils ont annoncé une sorte de rachat temporaire. Alors, c'était ouais, pas un rachat temporaire qu'ils ont fait, c'était plutôt de dire si jamais vous avez des besoins de ouais, liquidité, venez nous voir, on vous refinance vos titres avec 100%, donc sans décote. Ce qui fait qu'ils ont, évidemment, les banques ont été rapidement voir la Fed pour récupérer des liquidités puisqu'elles étaient attaquées au niveau de leur liquidité. Mais en fait, très rapidement, le truc est revenu en arrière puisque ce n'était pas de l'argent gratuit qui était filé aux banques, c'était temporaire. Et donc là, le temporaire a cessé. Et donc là, on a vu que quelque part, le bilan de la Fed avait été revenu en dessous de ce niveau-là et continuait à diminuer de manière assez régulière et assez, entre guillemets, euh, comment dire, télégraphée, dans le sens où ils ont annoncé le rythme de réduction du bilan à l'avance pour justement il y ait peu de surprises dans le marché. Mais ça aussi, le fait de réduire la taille du bilan de la Fed est quelque chose qui est restrictif, c'est-à-dire que tu fais un peu disparaître de l'argent du marché. Et donc ça va dans le même sens que monter les taux. C'est quelque chose qui, entre guillemets, pèse un petit peu sur... tu réduis les liquidités quelque part dans le marché. ok, ok, ça marche.
Et du coup, dernière question, mais est-ce que tu auras un conseil à donner aux personnes qui cherchent à travailler dans la finance et aux investisseurs particuliers, du coup? Alors, aux gens qui cherchent à travailler dans la finance, il faut beaucoup lire au démarrage. Donc il y a des livres, qui ont été écrits par des gens, bien avant nous, qui ont, vécu des choses, assez intéressantes. J'en ai un à conseiller. Attends, je sais pas, tu vois, c'est, dans ma bibliothèque. Un truc qui était vraiment génial, c'est The New Market Wizard. Ouais, C'est l'expérience, c'est des traders qui racontent leur expérience au travers d'un livre. Alors, c'est plutôt des traders à la papa, ancienne génération, mais qui te racontent un peu ce qu'ils ont vécu. Et donc, ça te permet d'avoir un peu le point de vue de quelqu'un qui a bossé sur les marchés. Et là, tu t'aperçois que tu as des gens, notamment qui travaillent sur le Forex, qui dorment quasiment pas et qui peuvent être. ouais. Et moi, ça m'a rappelé des trucs où j'ai tradé typiquement Trump, j'ai tradé le Brexit à 3 heures du mat en me réveillant la nuit parce que j'avais des positions que j'ai débouclées quand le marché est parti dans le bon sens. Donc ça, c'est important quand on veut se lancer dans un truc comme ça, de lire, parce qu'en fait, lire permet d'acquérir de l'expérience, entre guillemets, à coût zéro. À part le prix du livre, ça te coûte pas très cher et ça te permet quand même au moins de développer le vocabulaire, de développer ta grille de lecture quand tu vois passer un certain nombre de choses. Et ça, c'est hyper important. Mais comme ça revient à dire quelque part, si tu veux travailler sur le marché, va à l'école des marchés, qui n'existe pas réellement. Et puis, une fois que tu auras appris, bah, tu pourras commencer ton boulot de junior. Et puis après, avec le temps, tu deviendras plus expérimenté. Et après, en termes de conseils, je pense qu'on arrive plutôt à une jonction où il va falloir être prudent et potentiellement on pourrait avoir euh, de gros, on va dire de grosses baisses devant nous. Alors ça va pas se faire encore une fois de manière linéaire. Il faut se rappeler que dans les marchés baissiers, c'est là où tu as les plus forts rebonds. Mais je pense que le gros déséquilibre qu'on a accumulé sur ces 15 dernières années côté endettement, couplé avec la politique restrictive des banques centrales, à un moment donné, il y a quelque chose qui va casser. Je pense que la petite crise bancaire qu'on a connue en début d'année, c'était plutôt une sorte de coup de semonce. Pour le moment, comment dire, ça ne s'est pas étendu, mais je pense qu'il va y avoir des conséquences. Ok, ça Voilà. marche. C'est plutôt un conseil de prudence dans les mois et dans les trimestres qui viennent. Je pense qu'on risque de vivre des mois et des trimestres à venir très intéressants. Donc avec des bonnes opportunités à faire également, de toute façon. Bien sûr, mais après, les crises sont souvent des sources d'opportunités, pour autant qu'on ne soit pas la victime de la crise. Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche, Stéphane. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment super intéressant de discuter avec toi. Ben non, mais écoute, merci, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble et je suis ravi d'avoir pu répondre à tes questions. Voilà pour la vidéo du jour. Un grand merci à Stéphane pour son temps. Je vous invite à nouveau à checker un petit peu mon site si ça vous intéresse. Tous les liens sont en description. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu, c'est hyper important pour le référencement. Et je vous invite également à laisser un petit commentaire, histoire de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que le son c'était bon, etc., etc. N'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve jeudi pour les membres de la newsletter. Salut!